Emmanuel Deschamps qui va venir faire son intervention. Voilà, je vous passe la parole, madame. Pardon, bonjour. Je vais essayer de vous témoigner de mon parcours de parent de malade psychique. Alors, nous avons 5 enfants, nous habitons la campagne entre Pau et Bayonne et nos 2 fils aînés souffrent de troubles schizophréniques. Mais je vous parlerai surtout de mon fils aîné puisque notre second, après avoir fait une école d'art, a eu de légers troubles qui ont nécessité un traitement pendant 1 an et à la suite de cette année, il a dit non, moi, ça me change trop mes idées, ça m'enlève mon imagination. Donc depuis, il vit depuis 15 ans sans aucun traitement. Il fait beaucoup de méditation. Dès qu'il se sent un peu stressé, méditation pendant 1 jour, même 2 jours si c'est nécessaire. Il fait des massages très souvent et il vit dans la forêt. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre en ville, c'est trop stressant. Donc il vit entouré d'arbres et à la campagne. Donc finalement, moi j'ai mis un peu de temps à accepter ce mode de vie marginal, mais il a trouvé un équilibre et c'est le principal. Quant à notre fils aîné, lui, après une adolescence rebelle, de grande facilité intellectuelle, son bac en poche, il a essayé Sciences Po, école de commerce, école d'infirmier, maçon, informatique. À chaque fois, on y croyait. Et voilà. Mais le jour de ses 20 ans, où il devait signer un contrat de travail dans l'informatique, il a disjoncté. Et quelques jours après, il m'a agressé physiquement. Alors en fait, dans son regard, j'ai vu que ce n'était pas lui, c'était une autre personne qui me voulait du mal. Mais du coup, ça a entraîné sa première hospitalisation sous contrainte. Ça a été un soulagement finalement parce qu'on avait quand même un petit peu peur de lui à la maison. Et il y avait un exemple qui m'avait quand même choqué, c'est que je faisais travailler travail scolaire son petit frère de 8 ans. Il était venu à côté de moi avec un regard un peu dur et m'avait posé un grand couteau de cuisine. Ce qui fait que le soir, on cachait les grands couteaux de peur. Je n'avais pas réalisé sur le moment la peur de ses frères et sœurs. Et c'est vrai que c'est important de voir que la fratrie, surtout quand elle est nombreuse, vit des choses difficiles mais sans mettre des mots dessus. Et donc c'est important de pouvoir leur parler et en parler de leur maladie, de leur frère ou de leur sœur, parce que plus tard, des freins peuvent apparaître et qui sont souvent dus au non-dit de la maladie pendant leur enfance. À sa première hospitalisation sous contrainte, qui a été suivie de 6 autres en 18 ans, le psychiatre nous a annoncé qu'il souffrait de schizophrénie. Ce qui, dans un premier temps, nous a effrayés car nous rentrions dans un monde totalement inconnu et étranger. Et en même temps, je dois dire que ça nous a quand même soulagés parce que ça expliquait ce comportement difficile qu'on ne comprenait pas. Et également, dans notre vie de couple, on avait tendance un peu, avec mon mari évidemment, à reprocher l'un l'autre ce qu'on avait raté. C'était très culpabilisant. Et une fois finalement ce constat, on s'est dit, il faut qu'on soit forts ensemble tous les deux pour l'affronter tout au long de la vie et l'aimer du mieux possible. Et j'avais eu la chance à cette première hospitalisation de voir une affiche de l'UNAFAM qui m'a poussé à intégrer un groupe de parole sur Pau pendant 1 an. Et finalement, moi, je sortais regonflée parce que je voyais des gens avec des malades depuis 10-15 ans. Et moi, à chaque fois, je me disais, moi, il est très intelligent, il va s'en sortir. Donc, j'ai de la chance, finalement, ça va être bien. Et effectivement, il a toujours voulu suivre des études. Il a fait de très nombreux cours par correspondance sans jamais aboutir. Mais à chaque fois, on y croyait. Aujourd'hui, il y a longtemps que nos projections de réussite dites sociales se sont réduites et avoir un fils souriant, ça nous suffit largement, on n'en demande pas plus. Alors le rétablissement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est un chemin pour les aider à réaliser leurs projets. Mais il est important qu'ils puissent y adhérer le plus tôt possible. Faut-il encore qu'ils soient partants pour intégrer un programme de rétablissement. Et quand le déni est là, c'est beaucoup plus difficile. Je dois ajouter que nous avons compris qu'il n'était pas bon pour notre fils de revenir chez nous à la campagne après certaines hospitalisations. Donc nous avons cherché un lieu d'accueil pour l'aider et nous avons eu la chance de rencontrer, en cherchant, l'association Rénovation à Bordeaux, chez qui il a pu aller passer 7 années, où il a été accompagné et il a pu travailler à temps partiel en tant qu'infographe. Donc il a été, je crois, pendant 4-5 ans logé avec un accompagnement de cette association super. Ensuite, il a été en appartement thérapeutique et ensuite, il est en appartement seul. Et là, évidemment, il a moins pris son traitement, fait des mauvaises rencontres et rechuté. D'où l'indispensable accompagnement dans la durée et le rôle si important des SAVS et des SAMSA ou d'emplois accompagnés ou de maisons relais ou équivalents quand le proche ne peut pas être complètement autonome. Alors évidemment, les listes d'attente sont très longues et l'accompagnement dans la durée de l'entourage également est tout à fait nécessaire. C'est pourquoi, suite à mon parcours, je me suis retrouvée actuellement déléguée départementale de l'UNAFAM dans le département et l'accompagnement donc de l'entourage dans la durée est vraiment très important. C'est ce que nous faisons à l'UNAFAM parce qu'un entourage positif qui garde espoir tout en continuant ses activités, ses loisirs est un facteur important pour être un aidant efficace.
Alors chaque hospitalisation sous contrainte était due à un arrêt du traitement. Avec le recul, je crois que plusieurs hospitalisations auraient pu être évitées si on nous avait donné la parole et si on nous avait écoutés. Parce qu'en fait, on n'osait pas déranger le psychiatre, qui ne cherchait pas à nous rencontrer d'ailleurs. Pourtant, on est quand même les premiers à nous rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond, même s'il ne vit pas chez nous. Alors nous avons la chance, c'est vrai, d'être une famille unie, nombreuse, et notre fils ayant des facilités de communication, dès qu'il se coupe de nous, de ses frères et sœurs, c'est qu'il ne va pas bien. Et c'est seulement après la 5e hospitalisation sous contrainte qu'a été mise en place le passage d'infirmier à son domicile, ce qui nous a rassurés. Et avec le recul, on aurait dû le demander dès la première hospitalisation. Parce que les parents, on se rend compte qu'on ne peut pas être les soignants, surtout quand notre fils est dans le déni. Mais quand notre fils a été souvent absent lors du passage de l'infirmier, d'où une mauvaise prise de traitement, puis un arrêt quand lui-même a demandé à son infirmier de ne plus passer, alors que l'infirmier me disait qu'il en avait besoin, je n'ai pas compris parce que le psychiatre lui a dit qu'il doit être à son domicile et sinon il est libre, il ne peut pas mettre le traitement. Alors c'est vrai que la loi sur la liberté des patients, majeure en tout cas, de se soigner ou non dans le cas des troubles psychiques sévères, est souvent source d'incompréhension pour les familles. Car le patient, souvent dans le déni, souffre, le soin est retardé et la famille souffre beaucoup aussi. Et c'est comme cela qu'on arrive malheureusement au drame dont les médias se font l'écho et qui stigmatisent énormément, alors que dans la majorité des cas, les familles, quand il y en a, je suis bien consciente, ont depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme. Alors évidemment, quand l'alliance thérapeutique fonctionne, les communications sont beaucoup plus fluides et les soignants peuvent réagir plus vite pour rétablir le soin. C'est l'idéal, d'où le rôle primordial vraiment des infirmiers, car souvent le psychiatre manque de temps et on a souvent envie de raconter au psychiatre des faits pour l'éclairer parce qu'on ne sait jamais ce que raconte notre proche au psychiatre. L'éducation thérapeutique aussi, qui a consisté en une dizaine de séances de 2 heures, nous a beaucoup aidés et nous a appris donc la connaissance de la maladie pour mieux réagir à notre fils. Un grand merci aux soignants qui mettent sur pied ces éducations thérapeutiques, aussi bien pour les patients que pour l'entourage, et il est vraiment utile de les proposer le plus tôt possible. Donc on a la chance dans le 64 à Pau et à Bayonne, mais ce n'est pas encore assez connu, de même que le programme BREF qui permet à l'entourage d'avoir des questions dès la première hospitalisation de leurs proches. L'importance également des pères aidants, dont on a parlé ces jours-ci, auprès de nos proches, dont la parole aura évidemment beaucoup plus de poids, si je puis dire, que nos paroles, ou même celles des soignants dans certains cas. Mais faut-il encore que le proche malade sorte de chez lui pour avoir l'occasion de le rencontrer ? C'est pourquoi nous proposons dans le 64 des séances de cinéma, avec tant de discussions après, où un père aidant est là, et ça peut être le moyen de créer un contact avec notre proche de façon tout à fait informelle. Nous proposons également de la thérapie par le surf sur la côte basque, puisque l'eau est un milieu vraiment très calmant pour tout le monde et spécialement pour eux. Et nous avons également 8 groupes de parole, puisque ça c'est très important de voir qu'on n'est pas seul et du coup qu'on peut parler sans jugement, parce que souvent dans la famille élargie, au moins au départ, on se dit vous êtes trop laxiste, et on se sent culpabilisé, alors que dans les groupes de parole, on peut parler sans aucun jugement et ça fait toujours du bien. Mais moi je dis, il y a toujours quelque chose à essayer, il suffit d'un bon feeling avec un soignant ou avec un patient. Et donc à l'UNAFAM, l'union faisant la force, on donne de l'espoir et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, où de plus en plus de jeunes ont besoin de la psychiatrie, avec moins de psychiatres, il faudrait des médecins généralistes davantage formés au prodrome. Alors l'hôpital, suite à nos constatations, soigne bien les crises. Et heureusement qu'il y a des soignants dans le secteur public pour les cas plus lourds. Mais une fois un traitement en place, il y a un accompagnement suivi pour pouvoir avoir lieu au domicile, comme les équipes mobiles dont vous parliez ce matin. Cela diminuerait le temps d'hospitalisation et permettrait aux patients de mieux se réadapter à l'extérieur. Parce que passer de l'hôpital où on est pris à 100%, se retrouver chez soi avec un rendez-vous 1 mois et demi au CMP et ne rien faire de ses journées, c'est très brutal pour la personne. Nous souhaiterions, en tant que famille, être davantage impliqués dans la sortie de l'hôpital, notamment quand on l'a hospitalisé sous contrainte, parce que c'est logique que notre proche ne veuille plus nous voir, puisqu'il souffre beaucoup de se retrouver enfermé, mais si on l'a fait, c'est pour son bien, et donc je ne comprends pas comment on n'est pas plus impliqué dans la sortie, parce qu'on sait parfaitement la façon dont il vit. Alors, je ne connais pas l'avenir de mon fils, évidemment. J'ai la chance d'avoir une famille, des amis, de nombreuses activités. S'il va moins bien, c'est sûr que nous alerterons par mail le psychiatre pour moins le déranger et on n'hésitera pas à le faire hospitaliser s'il redevient agressif. Voilà. Alors, je n'ai jamais hésité, moi, à parler de sa maladie autour de moi, parce que pour moi, c'est un petit peu comme le cancer il y a 30 ans. On n'osait pas en parler, on le cachait.
Et du coup, si on veut déstigmatiser ces maladies, il faut parler surtout de leur souffrance et penser toujours qu'ils souffrent davantage que nous et des possibilités qui existent heureusement de diminuer ces souffrances et de ne plus en avoir peur. Bon, qui n'a pas d'épreuves dans la vie, on ne les choisit pas, mais en les dépassant, on devient plus fort. Et moi, je suis vraiment admirative de la façon qu'a mon fils de ne jamais se plaindre et d'aller de l'avant. Alors, si j'ai une demande à faire aux soignants, qui sont nombreux aujourd'hui, c'est de nous impliquer dès le départ et d'être plus incitatifs auprès de nos proches pour bénéficier des possibilités de rétablissement. Nous avons la chance dans le département d'être 41 bénévoles à l'UNAFAM et nous aimerions que les soignants parlent davantage de l'UNAFAM à l'entourage. Aussi, n'hésitez pas à passer à notre stand où nous avons de nombreux dépliants pour faire connaître. Enfin, nous avons également espoir dans la recherche pour diminuer évidemment les effets secondaires qui sont souvent des causes d'arrêt de traitement et puis trouver des traitements comme les piqûres retard, parce que j'ai appris qu'il y en avait sur un trimestre et même peut-être plus. Et ça nous rassure évidemment et c'est plus léger pour nos proches pour le traitement. Voilà, je vous remercie de votre écoute.